Politique camerounaise. Le milliard de la honte, comment on a acheté la Constitution? Un demi-milliard de francs CFA. 500 millions. Posés sur une table invisible, quelque part dans les couloirs feutrés du pouvoir camerounais. Pas pour construire une école. Pas pour équiper un hôpital. Pas pour payer les arriérés des fonctionnaires qui attendent depuis des mois. Non. Cet argent, votre argent, l'argent du contribuable camerounais, a été décaissé pour une seule et unique mission, acheter des cerveaux. Des professeurs de droit. Des intellectuels supposément respectables. Des hommes et des femmes qui ont juré sur leur diplôme de servir la vérité et la rigueur scientifique. Mais voilà. Avant même que les bénéficiaires ne touchent leurs 30 deniers, le magot avait déjà été découpé, avalé, digéré à la manière d'une carcasse abandonnée en pleine savane. Et c'est la trahison d'un seul homme qui a tout fait exploser. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va vous choquer. Pas parce que c'est nouveau au Cameroun. Mais parce que cette fois-ci, ce sont les corrompus eux-mêmes qui se sont trahis les uns les autres. Restez jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus. Partie 1. Contexte et fait, l'architecture d'une corruption d'État. Pour comprendre ce scandale dans toute son ampleur, il faut remonter un peu en arrière. Le Cameroun a connu, il y a quelque temps, une révision constitutionnelle qui a, selon plusieurs analystes et juristes indépendants, suscité une véritable tempête dans le monde académique et politique. Au cœur de cette révision, la création d'un poste de vice-président de la République. Un poste qui, aux yeux de nombreux observateurs, serait apparu comme un véritable ovni politique. Une fonction constitutionnelle dont la nature juridique, les attributions réelles et la raison d'être ont été questionnées vigoureusement par une partie de la communauté des juristes camerounais et africains. Mais une révision constitutionnelle, ça ne se fait pas seul. Ça ne se vend pas non plus au prix du marché ordinaire. Il faut des arguments. Il faut des voix autorisées. Il faut, comme on dit dans les hautes sphères du pouvoir, des intellectuels organiques, comprenez, des universitaires prêts à mettre leur prestige académique au service d'une cause politique, moyennant compensation. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Selon des révélations qui circulent désormais dans les milieux académiques et politiques camerounais, le pouvoir aurait décidé de mobiliser une enveloppe colossale pour s'assurer le concours de ses plumes savantes. Une enveloppe de 500 millions de francs CFA. 500 millions. Chiffre rond. Chiffre généreux. Chiffre qui, dans un pays où le salaire moyen d'un enseignant d'université avoisine parfois les 300 à 400 000 francs CFA par mois, représente une somme proprement astronomique. Mais ce n'est pas tout. Car pour comprendre comment cet argent est arrivé jusqu'aux intéressés ou plutôt comment il n'est pas arrivé jusqu'à eux, il faut d'abord comprendre qui tenait les cordons de cette bourse particulièrement bien garnie. L'homme au centre de cette opération n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR pour les initiés. Un homme que l'on présente régulièrement comme l'un des personnages les plus puissants du système camerounais. Un homme dont le nom revient dans chaque grande affaire politique avec la régularité d'un métronome. C'est lui, selon ses révélations, qui aurait été chargé de décaisser, de coordonner, et de distribuer cette manne financière aux universitaires recrutés pour la cause constitutionnelle. Sauf que, entre le décaissement et la distribution, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'énorme. Quelque chose que même les participants n'avaient pas vu venir. Partie 2 le conflit, la guerre des chefs et le détournement en cascade. Voici comment les choses se seraient déroulées, selon les informations qui ont fuité. Ferdinand Ngo reçoit, ou supervise, le décaissement de 500 millions de francs CFA. C'est officiel dans le circuit interne. L'argent existe. Il a une destination précise, rémunérer les universitaires qui ont travaillé à donner un vernis académique respectable à la révision constitutionnelle. Mais avant même que le premier billet ne change de main, le SGPR aurait, selon ses révélations, décidé d'appliquer un principe aussi vieux que la corruption elle-même, la dîme du chef. Sur les 500 millions, Ferdinand Ngo n'aurait transmis que 250 millions à son intermédiaire opérationnel. L'autre moitié, 250 millions de francs CFA, aurait simplement disparu dans les hauteurs. 250 millions. Volatilisés. Avant même que le processus de distribution n'ait réellement commencé. Et qui est cet intermédiaire chargé de redistribuer les 250 millions restants? Voici le deuxième personnage central de notre histoire, le professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala. Grand professeur de droit constitutionnel,
figure académique bien connue dans les cercles juridiques camerounais et africains. Un homme dont le nom est désormais associé, selon plusieurs juristes, à une thèse particulièrement controversée, celle selon laquelle le mandat impératif, c'est-à-dire l'obligation pour un élu de respecter les engagements pris devant ses électeurs, ne serait pas nulle. Une thèse que ses pairs ont qualifiée, dans les coulisses des amphithéâtres, de juridiquement acrobatique, pour ne pas dire autre chose. Mais continuons. Le professeur Ondoa reçoit donc 250 millions pour les redistribuer à ses collègues universitaires. Logiquement, ces 250 millions devraient être distribués à une liste d'intellectuels qui ont travaillé sur la réforme constitutionnelle. Logiquement. Sauf que le professeur Ondoa avait, semble-t-il, ses propres calculs. Sur les 250 millions reçus, il aurait prélevé 210 millions à titre personnel. 210 millions. Pour lui seul. Il ne resterait donc plus que 40 millions de francs CFA, soit 8% de l'enveloppe initiale, à distribuer entre plusieurs universitaires. Prenons un moment pour laisser ces chiffres résonner. 500 millions décaissés. 250 millions prélevés par Ngo. 210 millions prélevés par Ondoa. 40 millions pour tout le monde. 40 millions à partager entre Bernard Nguindo, Patrick Aban-Angolo, Nadine Machikou, Ngando Mpondo, Jean-Louis Atangana Amougou, Marcelin Nguele Abada, et peut-être d'autres encore. Des professeurs d'université. Des docteurs en droit. Des hommes et des femmes avec les miettes, à un moment donné, les restes du repas après que les deux grands fauves se sont mis au service d'une révision constitutionnelle. Mais ce n'est pas encore contestée. Car au moment de la distribution des 40 millions restants, le professeur Ondoa aurait fait valoir, avec l'aplomb que confère une longue habitude des hiérarchies universitaires, sa qualité de recteur et ses liens privilégiés avec la présidence pour s'octroyer un bonus supplémentaire sur la maigre part restante. En clair, même sur les miettes, il a pris une part plus grande. Si cette situation était une scène de film, on serait quelque part entre le parrain et une mauvaise comédie de boulevard. Sauf que ce n'est pas un film. Partie 3, Révélation et décryptage, Saint-Joune, la traîtrise et l'explosion. Maintenant vient la partie la plus fascinante et la plus révélatrice de toute cette affaire. Comment tout cela a-t-il éclaté? Comment des universitaires, supposément discrets, ont-ils décidé de briser l'omerta et d'exposer publiquement un système de corruption dans lequel ils étaient eux-mêmes partie prenante? La réponse tient en un seul nom, le professeur Luc Saint-Joune. Conseiller spécial à la présidence de la République, juriste réputé, figure du monde académique camerounais. Un homme qui, selon les informations disponibles, entretenait avec Ferdinand Ngo une relation que l'on peut poliment qualifier de tendue. Pour comprendre la suite, il faut saisir une donnée essentielle. Dans les couloirs du pouvoir camerounais, les rivalités ne sont jamais simplement personnelles. Elles sont stratégiques, politiques, institutionnelles. Et parfois, elles deviennent des armes. Le professeur Saint-Joune, visiblement agacé ou, selon certaines analyses, profondément motivé par le mépris que lui aurait affiché le SGPR, a décidé de jouer une carte redoutable. Il a informé les membres du groupe de travail universitaire du montant réel de l'enveloppe initiale. 500 millions. Pas 250. Pas 40. 500 millions. On imagine sans peine l'effet produit. Ces professeurs, qui avaient travaillé, défendu des thèses constitutionnelles controversées, prêté leur crédibilité académique à une réforme contestée, et qui avaient fini par recevoir des sommes que l'on qualifiera diplomatiquement de modestes, ont brutalement réalisé l'étendue de ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas simplement été mal payés. Ils avaient été arnaqués. Et pas par des inconnus. Par les deux hommes mêmes qui les avaient recrutés pour la mission. La réaction a été immédiate. Les langues se sont déliées. Les confidences se sont transformées en déclarations. Et très rapidement, les révélations ont commencé à circuler dans les cercles académiques, puis politiques, puis au-delà. Mais il y a un détail supplémentaire qui mérite une attention particulière. Le professeur Saint-Joune, en dévoilant le pot aux roses, ne l'a pas fait de manière totalement désintéressée. Selon plusieurs analyses, il se serait assuré que Nadine Machikou fasse partie du groupe de travail. Un choix qui n'aurait rien d'anodin dans le contexte des rivalités internes. En d'autres termes, Saint-Joune aurait joué plusieurs parties simultanément. Il aurait à la fois placé une alliée dans le dispositif, tout en conservant les informations nécessaires pour, le moment venu, faire exploser le système de l'intérieur. C'est ce que certains observateurs appellent, avec une admiration teintée d'effroi, le jeu à long terme. Mais continuons, parce que l'histoire ne s'arrête pas là.
Car dans toute cette affaire, Ferdinand Ngo lui-même a eu une surprise de taille. Il pensait avoir roulé Magloire Ondoa en ne lui remettant que la moitié de l'enveloppe. Sauf qu'il a découvert, après coup, trop tard, que le recteur l'avait, lui aussi, doublé. En sécurisant 210 millions avant même le début de la distribution officielle, Ondoa avait anticipé les manœuvres de son supérieur hiérarchique et s'était mis à l'abri avant que quiconque ne puisse réagir. Autrement dit, le voleur avait été volé. Le trompeur avait été trompé. Et le chef de la manœuvre avait sous-estimé la ruse de son propre lieutenant. Dans la grande tradition de la corruption organisée, chacun avait joué sa partition. Et chacun avait, à un moment ou à un autre, trahi l'autre. Le résultat ? Une guerre ouverte entre universitaires qui, la semaine précédente encore, partageaient la même tribune lors de conférences sur l'état de droit. Partie 4. Analyse satirique approfondie, le Cameroun de nos larmes et de nos rires. Permettez-moi maintenant de mettre de côté le masque du journaliste neutre juste un instant pour regarder cette situation avec les yeux de quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie vivre au Cameroun en 2025. Parce que cette affaire, si elle était simplement triste, ne mérite pas qu'on s'y attarde autant. Non. Ce qui la rend extraordinaire, c'est qu'elle est à la fois tragique et comique. Désespérante et révélatrice. Et, d'une certaine façon, parfaitement cohérente avec la logique d'un système qui s'est construit sur des décennies d'impunité. Commençons par le plus évident. Nous avons affaire à des professeurs de droit. Pas des politiciens professionnels. Pas des fonctionnaires anonymes. Des hommes et des femmes dont le métier est précisément d'enseigner les fondements de l'état de droit, la protection des libertés, la rigueur constitutionnelle. Des gens qui, chaque année, expliquent à leurs étudiants ce que signifie la séparation des pouvoirs. Ce que représente la démocratie. Pourquoi la Constitution est la norme fondamentale à laquelle tout le reste doit se soumettre. Et ce sont ces mêmes personnes qui, selon les révélations en circulation, auraient accepté d'être rémunérées pour légitimer une réforme constitutionnelle contestée. Il y a dans cette image une ironie que même les meilleurs auteurs de satire politique auraient du mal à inventer. Mais attendez. L'histoire n'est pas encore là où elle va faire le plus mal. Ce qui est vraiment sidérant dans cette affaire, ce n'est pas que des intellectuels aient pu être corrompus. La corruption des élites intellectuelles est une vieille histoire, documentée dans tous les pays du monde, à toutes les époques. Ce qui est proprement camerounais dans cette histoire, c'est la manière dont la corruption a été elle-même corrompue. Réfléchissez-y. L'argent destiné à acheter des consciences a été volé par ceux qui étaient chargés de le distribuer. La chaîne de corruption s'est retournée contre elle-même. Le système a dévoré ses propres serviteurs. On aurait pu appeler ça de la justice poétique, si les 40 millions restants n'avaient pas tout de même fini dans des poches qui ne les méritaient pas davantage. Mais il y a plus. Dans un pays où l'on parle régulièrement de lutte contre la corruption, où des discours sont prononcés, des engagements pris, des institutions créées pour surveiller les finances publiques, voilà qu'une enveloppe de 500 millions destinée, selon ces révélations, à l'achat de conscience académique, circule, disparaît, se fragmente, et finit par provoquer une guerre de tranchées entre ceux qui s'en sont servis. Pas une enquête judiciaire. Pas un article de loi. Pas une commission d'audit. Une dispute entre voleurs. Et c'est la dispute elle-même qui fait office de révélateur. Maintenant, parlons de Luc Saint-Joune. Dans d'autres circonstances, on pourrait être tenté de saluer le geste de cet homme qui a dit la vérité. Qui a brisé le silence. Qui a informé ses collègues de ce qui se passait vraiment. Sauf que la question qui se pose immédiatement est, pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Et pourquoi cette information précise? Dans la logique du pouvoir, les révélations ne sont jamais innocentes. Les secrets ne sont jamais divulgués par pur altruisme. Chaque fuite a une source, et chaque source a un agenda. Ici, selon plusieurs analyses convergentes, l'agenda semble clair. Il s'agissait de nuire au rival, pas de servir la vérité. Saint-Joune n'a pas convoqué une conférence de presse pour dénoncer la corruption. Il n'a pas saisi le tribunal criminel spécial. Il n'a pas rédigé un mémorandum à l'attention de qui que ce soit. Il a simplement glissé l'information à l'oreille des victimes. Et il a attendu l'explosion. C'est ce que l'on pourrait appeler, en termes élégants, de la politique par la grenade. Dégoupiller. Lancer. Éloignez-vous. Et regardez le paysage changer. Le résultat, on le connaît, la guerre est ouverte. Les langues se délient.
Les accusations volent. Mais dans tout ce vacarme, une question fondamentale reste sans réponse. Où est l'argent? Les 250 millions de Ferdinand Ngo, où sont-ils? Dans quel compte, sur quel territoire, sous quelle forme? Les 210 millions de Magloire Ondoa, idem. Les 40 millions distribués aux universitaires, qu'ont-ils financé, exactement? Et surtout, les 500 millions initiaux, d'où venaient-ils vraiment? Quel budget public, quel fonds discrétionnaire, quelle ligne budgétaire a servi à financer ce que ces révélations décrivent comme une opération d'achat de conscience académique? Ces questions, personne ne les pose officiellement. Pas encore. Et c'est peut-être là le vrai scandale au-dessus du scandale. Parlons maintenant de ce que cette affaire dit du rapport entre le pouvoir et l'université au Cameroun. L'université devrait être, en théorie, l'espace de la pensée libre, de la critique rigoureuse, du contre-pouvoir intellectuel. C'est là que se forment les futurs dirigeants, les magistrats, les avocats, les journalistes. C'est là que la société se pense elle-même. Mais depuis des décennies, dans de nombreux pays africains, et le Cameroun n'est pas une exception, l'université a progressivement été absorbée dans la logique du système. Les recteurs sont nommés par décret présidentiel. Les carrières dépendent en grande partie de la proximité avec le pouvoir. Et les intellectuels qui refusent de rentrer dans le rang se retrouvent souvent marginalisés, oubliés, ou pire. Dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner que certains professeurs finissent par jouer le jeu. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que le jeu leur a été joué en retour. Et maintenant, ils crient. Mais leur cri, aussi légitime soit-il dans sa forme, porte en lui une contradiction fondamentale. Car comment crier à l'injustice lorsqu'on a accepté d'être partie prenante d'un système que l'on savait injuste depuis le départ? Comment réclamer sa part d'une enveloppe dont la nature même était, selon les analyses disponibles, de corrompre le processus démocratique? C'est cette contradiction qui fait de cette affaire non pas seulement un scandale politique, mais un miroir. Un miroir dans lequel le Cameroun peut se regarder. Et ce qu'il voit n'est pas toujours confortable. Mini cliffhanger avant conclusion. Mais avant de conclure, il faut poser une dernière question. Une question que beaucoup n'ont pas encore posée publiquement. Si 500 millions ont été décaissés pour cette opération, et si ces révélations sont fondées, combien d'autres enveloppes de ce type ont circulé dans les couloirs de la présidence camerounaise ces dernières années? Combien d'autres révisions, décisions, nominations, ont été précédées de distributions similaires? Et surtout, maintenant que la guerre est ouverte entre ces acteurs, maintenant que les langues se délient, que les rancœurs s'expriment. Conclusion, réflexion et questions au public. Voilà donc où nous en sommes. Une révision constitutionnelle. Un poste de vice-président qui divise. Une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Un premier détournement de 250 millions. Un second de 210 millions. Des universitaires furieux d'avoir reçu les miettes. Un conseiller spécial qui joue les troubles fêtes. Et une guerre ouverte dans les rangs de ce que certains observateurs n'hésitent plus à appeler le gang académique de la forfaiture. Ce que cette affaire révèle, au fond, c'est quelque chose que beaucoup de Camerounais savent déjà dans leur chair, dans leur quotidien, dans la façon dont ils naviguent chaque jour dans les rouages d'un système qui les écrase. La corruption, au Cameroun, n'est pas une anomalie. Elle est, selon de nombreux analystes, un mode de gouvernance. Un langage. Une grammaire du pouvoir. Et ce langage, cette fois, a été parlé entre universitaires censés enseigner le contraire. Ce qui est peut-être le plus désespérant dans toute cette histoire, ce n'est pas que l'argent ait disparu. C'est que personne ne semble vraiment surpris. Pas les étudiants qui reconnaissent leurs professeurs dans les protagonistes de ce scandale. Pas les juristes qui suivent depuis longtemps les contorsions intellectuelles produites sur commande. Pas les citoyens camerounais qui ont appris, depuis longtemps, à lire entre les lignes des discours officiels. Ce qui surprend, en revanche, c'est la vitesse à laquelle la machine s'est retournée sur elle-même. La rapidité avec laquelle les complices d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Et la brutalité avec laquelle les masques sont tombés. Peut-être que c'est ça, finalement, la leçon de cette affaire. Les systèmes bâtis sur la trahison finissent toujours par se trahir eux-mêmes. Et maintenant, la question que je vous pose à vous, qui avez suivi cette analyse jusqu'à la fin. Est-ce que ces révélations, si elles se confirment, devraient rester sans suite judiciaire? Ou est-ce que l'impunité, encore une fois, aura le dernier mot? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de savoir.
Et si vous voulez que ce type d'analyse continue, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que tant qu'on ne parle pas, rien ne change. Et parler, c'est déjà résister.